Bon, pour commencer aujourd'hui, on va reconnaître que nous sommes aujourd'hui sur un territoire non cédé, connu sur le nom de Tiohtià:ke et Montréal pour bien d'autres. Et aussi que Conversation Noire est une initiative de la Table ronde pour le mois de l'histoire des Noirs et la 4e édition est présentée par TD Canada Trust, donc la promesse TD prête à agir. Donc aujourd'hui, pour cette conversation, nous allons discuter de l'économie du futur. On va parler de la libération noire, la possibilité de l'émergence de nouvelles technologies et qu'est-ce que, pour notre communauté, ça veut dire. Donc, on va faire un petit disclaimer rapide. Ce panel reflète les points de vue des présentateurs et ont été mis à disposition à des fins éducatives et informatives uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas des conseils financiers. Donc, c'est pour votre information. Faites vos propres recherches et si vous avez des questions, communiquez avec des experts dans la matière. Donc, aujourd'hui, pour ce panel, je suis Ramsley et j'ai le privilège d'être avec Nina-May Proulx-Sylvain, qui est la directrice en partenariat de FinTech Cadence. Elle détient un MBA de l'Université Concordia et a plusieurs années d'expérience dans la gestion de patrimoine. Je suis aussi avec Phil Joseph, qui est associé chez Real Ventures et qui est aussi le créateur de Rep Matters, qui est une initiative pour offrir de la visibilité aux personnes noires dans l'industrie de la tech. Bonjour. Et bienvenue à ce panel. Salut Ramsley, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de FinTech, on va parler de crypto, on va parler de libération financière, d'opportunités. Mais pour commencer, je veux que le public sache avec qui on parle et apprenne à vous connaître. Donc, Nina, juste pour commencer, peux-tu me parler de ton parcours? Donc, tu travailles chez FinTech Cadence. Comment tu es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Et FinTech Cadence, c'est quoi? Avec plaisir. Écoute, moi, en fait, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 10 ans dans le milieu de la gestion de patrimoine. Par pur hasard, là, j'ai appliqué dans un job de customer service à la banque, puis j'ai atterri dans le domaine des placements autogérés. Finalement, ma carrière a développé. Je suis devenue trader, je suis devenue manager dans le domaine de la gestion plein service avec différentes banques et institutions financières. Là. Puis finalement, il y a quelques années, j'ai commencé mon MBA. Puis en faisant ce parcours-là, finalement, j'ai voulu un peu délaisser les grandes institutions, puis tout ça. Bon, la gestion de patrimoine très traditionnelle, je pense que c'est un milieu qui est très old school. Finalement, j'ai commencé à interagir avec FinTech Cadence, puis les autres sont venus me chercher pour l'idée les partenariats chez eux. Puis finalement, FinTech Cadence, c'est une organisation à but non lucratif. Puis nous, on fait beaucoup de travail de promotion de la FinTech à travers le Canada. Puis on fait beaucoup de support aux entreprises en phase de démarrage, fait que les startups qui sont dans le domaine de la FinTech au sens large, que ce soit en paiement, en planification financière, en assurance, en crypto, whatever. Bien, nous, en fait, on aide les entrepreneurs à se lancer dans ce domaine-là. Super. Puis, pour avoir moi-même avoir participé dans un des certificats, des programmes que vous avez, qui est le certificat FinTech, je pense que votre place dans l'écosystème de la technologie financière, Financial Technologies, qui est en fait le mot FinTech, est vraiment, ressort beaucoup dans ce que vous faites puis les compagnies qui en sont sorties. Donc, je suis vraiment content que tu sois là parce que je pense que tu as vraiment cette perspective de ce qui se passe dans l'écosystème au Canada, au sens large, dans le monde de la FinTech. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Phil? Yes, sir. Donc, toi, je sais que tu as un très beau parcours, vraiment intéressant. Comment tu as fini chez Real Ventures? Puis peux-tu nous expliquer c'est quoi Real Ventures aussi? Yeah. Alors, mon parcours a été très différent de la norme, I guess, pour ce qui est du VC. J'ai commencé dans la médecine sportive. Fait que je travaillais comme thérapeute du sport. J'étais vraiment passionné de ça. C'était ma carrière de ma vingtaine, tu sais. Alors, j'ai travaillé ici au Canada, je travaillé aux États-Unis, dans la NCAA, dans la NFL, et ensuite j'ai travaillé en Chine avec des équipes olympiques là-bas. Et au cours de ce trajet-là, j'ai vraiment commencé à être plus intéressé dans la technologie que j'utilisais dans ma vie au jour le jour et dans comment ces compagnies ont été créées. Et je suis vraiment devenu passionné de ça. Du jour au lendemain, je dis, je veux être un VC. Puis j'ai quitté ma job, j'ai quitté tout ce que je faisais, puis je suis revenu à Montréal. Et je me suis lancé à ça. Et vraiment, ça a été un cheminement un peu random de comment je suis vraiment arrivé à Real Ventures.
Mais à la fin de la journée, j'ai suivi un peu mes intérêts et j'étais prêt quand des opportunités se présentaient. Et j'ai rencontré John Stokes, qui est un des fondateurs de Real Ventures. Et on a co-créé Rap Matters, dans le fond. L'objectif de ça, c'était vraiment d'inspirer les entrepreneurs noirs, spécifiquement en technologie. Et aussi, ça commence à devenir quelque chose d'autre. C'est pas juste une série d'entrevues. Là, ça commence à devenir un peu une communauté, un endroit où les gens peuvent connecter avec du monde qui sont déjà dans la technologie. Et vraiment, le focus, c'est sur les entrepreneurs noirs. Dans le fond, Real Ventures, je suis un analyste d'investissement chez eux. Et Real Ventures, ils sont là depuis une quinzaine d'années dans le early stage startup ici. On investit dans plus ou moins tout. Fait que les deals que je vois sont vraiment partout, fintech, medtech, tout ce que tu peux penser, là. Puis c'est ça. Vraiment, c'est ça qu'on fait. OK, parfait. Puis je pense que c'est vraiment intéressant parce que, toi, tu étais dans Fintech Cadence, qui est vraiment au niveau des startups, puis qui les aide à se développer, à trouver des problématiques, à trouver comment les résoudre, comment trouver les technologies émergentes. Phil, tu es avec Real Ventures, qui est une compagnie de gestion de capital de risque, qui est ce qu'on appelle du venture capital, plus simplement, qui sont des organismes qui investissent. Donc, on parle d'une startup à raise, par exemple, des millions de dollars pour leur Series A, leur Series B. Donc, Real Ventures fait partie de ça. Je pense que c'est super intéressant parce qu'on a vraiment comme deux côtés de la médaille au niveau de si un entrepreneur veut commencer sa business, bien, ça ressemble à quoi? Puis s'il veut aller chercher des fonds, ça ressemble à quoi aussi? Moi, de mon côté, je vais peut-être aller avec ma petite intro rapide. Moi, je travaille présentement comme product manager dans une startup qui n'est pas reliée à la fintech, qui est reliée à la fintech, mais pas reliée au crypto. Par contre, avoir étudié en finance puis avoir travaillé en technologie, je suis un adepte de la crypto depuis au moins 5 ans. Pour la petite histoire, comment ça a commencé? À l'université, j'étais beaucoup in trading, puis Nina Sargento était trader et tout ça. Je travaillais dans une petite entreprise qui louait des trading desks à des entrepreneurs puis des high net worth individuals. Puis là, tranquillement, j'ai appris sur la blockchain puis tout ça. Puis ça, c'était environ 2015-2016. Puis à l'université, il y avait ce qu'on appelait le Concordia, puis j'étais à Concordia aussi, donc le Concordia Crypto Club. Puis c'est juste un club comme... À toute université, il y a toujours plein de clubs différents. Puis là, un jour, ils ont dit, OK, ben, on fait un scavenger hunt, donc une chasse au trésor. Puis on met des enveloppes partout dans l'université. Puis si vous trouvez une enveloppe, vous allez avoir 10 $ de Bitcoin en 2015. Donc, moi, je suis comme, OK, cool. I don't know. Genre, je connais le crypto un peu, mais je sais pas trop c'est quoi, genre. Là, je suis comme, ouais, je vais essayer. Là, j'arrive, je trouve 2 enveloppes. Là, je suis comme, je vais voir le gars. Je dis, oh, j'ai 2 enveloppes. Est-ce que tu me donnes 20 $? Le gars est comme, non, juste 10 $. Là, je suis comme, OK, c'est chill. Puis, après ça, il m'a expliqué comment ça marchait, comment la blockchain marchait, c'était quoi Bitcoin, c'était quoi les autres coins. Donc, à partir de là, c'est quelque chose auquel j'ai été investi, que j'ai pris beaucoup de temps à apprendre. Puis, je pense qu'aujourd'hui, le but de ce panel-là, c'est de transmettre cette connaissance, mais surtout de montrer les possibilités qui sont présentes. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques, comme vous allez voir aujourd'hui, on va en parler, mais qu'il y a un changement qui se passe, puis est-ce que la libération noire peut se faire à travers ça? Bien, certains diraient oui, certains diraient non, mais je pense qu'on n'a pas encore la réponse. Puis les actions qu'on va prendre dans le futur vont nous donner un élément de cette réponse-là. Donc... Hey, attends, là, ouais. Ramzi, j'espère que tu sais garder tes bitcoins. Est-ce que je les ai gardés? Oui, je les ai gardés. Je les ai gardés, puis le jour que je vendrai... Ah, good job! Ouais. C'est drôle, quand on se préparait pour la conversation d'aujourd'hui, mais c'est ça, je te parlais que quand moi, je commençais à travailler justement comme trader, il y avait une compagnie, c'est ça, j'ai fait la recherche, il y avait une compagnie qui ça s'appelait, je pense, BTCS à ce moment-là, puis c'était pas tant le Bitcoin, mais les autres, ils faisaient de la blockchain, OK? Puis ils ont commencé à trader sur le marché over-the-counter à ce moment-là, puis je me rappelle, chaque fois que il y avait des gens qui appelaient, puis achetaient ça, je vais t'acheter 1 million d'actions à une cent, puis j'étais comme, ah, ils sont bien niaiseux. Mais là, ça fait comme 10 ans de ça. Yeah, who's laughing? Ils sont riches. Yeah, who's laughing now? So good for you, you got in early, c'est le fun.
Écoute, j'ai pas encore de Lambo, so maybe we'll get there. Puis je sais même pas si j'achète un Lambo non plus, là, so we'll think about it. Mais toi, t'as pensé quoi quand t'as entendu parler au début? C'était quoi les... Moi, j'en ai entendu parler au tout début. J'avais un ami qui était dans le tech, puis lui, c'est un fou crypto guy, puis il m'a dit achète du Bitcoin. Puis j'ai dit comme non, je veux une autre paire de Jordan. Who's laughing now? Priority, les priorités, ouais. Maintenant, il y a Jordan sur des NFTs qui se vendent. On va en parler, mais c'est intéressant. Puis je pense que aussi, en parlant des nouvelles technologies, avant même de rentrer dans la crypto puis la blockchain, je pense que ça s'inscrit dans la fintech puis l'évolution de la fintech en même temps. Puis je pense que je vais commencer par juste demander à toi, Nina, qui est avec Fintech Cadence, qui a vu des entreprises commencer, qui a vu des entreprises comme Wealthsimple, qui sont maintenant connues par tout le monde, mais qui a commencé de façon très sommaire. Qu'est-ce que la fintech, c'était quoi leur but? Est-ce qu'il y avait une démocratisation de la finance qui se faisait par rapport à ça? Bien, absolument. Puis tu as mentionné justement l'exemple de Wealthsimple. Puis ça, c'est ce qu'on appelait le discount brokerage là, back then. Moi, quand j'ai commencé en 2010, ça coûtait 150 $ faire une trade au téléphone avec le monde. C'était pas un milieu qui était accessible. Fait que si tu avais, admettons, moins de 500 000 $, tu ne pouvais pas aller voir un conseiller financier au plein service, là, au brokerage full service, pour que quelqu'un gère ton argent. Puis encore aujourd'hui, les thresholds sont assez élevés. Là. On parle de 500 000 $. Il y a des conseillers qui ne vont même pas te prendre. Là, Fait que tu fais quoi quand tu es le consommateur moyen, que tu as tes économies, tu es jeune peut-être, ou bon, c'est pas tout le monde qui a des gros pools d'argent à investir. Là, tu as 50 000, 100 000, 200 000, puis il faut que tu gères ça toi-même. Fait que tu vas à la banque, tu parles à quelqu'un qui te vend des fonds mutuels, tu sais pas trop c'est quoi. Il te vend des GIC, là, des affaires qui te font 1 % moins que l'inflation. Puis bon, ben tu poses pas trop de questions parce que tu comprends pas ça, tu sais. Fait que là, tu as Wealthsimple qui arrive, qui est comme, ah ben nous autres, on vous charge presque rien pour faire des transactions, puis on va aussi vous montrer comment ça marche, puis on va vous faire des je sais pas, des vidéos explicatives. Tu sais, on va vous aider, puis on va vous accompagner là-dedans, puis on va vous fournir une plateforme qui est facile, puis qui a un beau user experience finalement. Tu sais, fait que ça, c'est un très bel exemple de la littératie financière. Je pense qu'il y a eu un gros mouvement aussi. Là, c'était assez inaccessible, là, tout ce qui était trading sur les marchés, tout ça, il y a quelques années de ça. Puis, on voit beaucoup... parce que, tu sais, la fintech, oui, ça peut être des solutions de paiement, ça peut être des solutions de négociation sur les marchés, mais il y a des fintechs aussi qui font justement la littératie financière, qui vont gamify, admettons, l'apprentissage de comment gérer son argent. Nous, on travaille avec une fintech, justement. Ils ont créé une application pour montrer aux enfants comment gérer leur argent. T'sais. Nous autres, moi, je sais pas, là, quand j'étais jeune, on mettait 2 piastres dans notre compte chez Desjardins. Là, puis... à chaque semaine. Ça prenait 0,5% sur l'année, tu sais, genre. Ouais, exact. Puis c'était ça. Puis après, bon, qu'est-ce qui se passait avec ça? C'était pas trop clair, là. Fait que, tu sais, là, je pense que l'accès à l'information en général se traduit aussi notamment par les solutions fintech. Le consommateur a beaucoup plus accès à de l'information, à comprendre le produit, puis peut faire plein de recherches, tout ça, que ce soit sur YouTube ou sur les applications en tant que telles. Donc, définitivement, je pense que l'information, elle est là. Des fois, le défi, c'est de discerner la bonne information puis les bonnes sources d'information. Mais définitivement, la fintech démocratise l'accès, justement, que ce soit au marché financier traditionnel, puis aussi aux nouvelles technologies qu'on voit en ce moment. Oui, exactement. Même, que ce soit dans du lending, par exemple, notre compagnie montréalaise Nesto, qui aide à offrir des hypothèques, sans passer par la banque, qui réduit la difficulté pour aller avoir des actions, puis être sur le marché, puis investir ou aller faire des épargnes, tout ça. Je pense que la fintech a beaucoup aidé ça. Puis, d'un même côté, qu'est-ce qui a permis ça aussi? En fait, selon moi, puis Phil, je serais curieux de savoir ton opinion là-dessus, c'est avant, il y a 5-10 ans, c'était tellement plus difficile de commencer dans le sens que, comme, tu as tes propres serveurs. Être dans la tech, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, tu as des compagnies comme Airbnb, Uber. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'ils sont sur le cloud, parce que c'est plus facile de rentrer. Sur toi, à Real Ventures, quand tu regardes les compagnies que tu as, quel profil que tu vois au niveau des compagnies? Est-ce que c'est des compagnies qui se bâtissent sur les trucs existants? Est-ce que c'est des trucs que tu as vus qui sont innovantes? Comment ils font pour innover dans leur compagnie?
Oh, ça, c'est une question très large parce qu'on a genre une centaine de compagnies dans le portfolio. Ouais. Et ces compagnies touchent à des trucs très différents. Je te dirais que nous, on est intéressés par les compagnies qui sont mission-driven, qui cherchent vraiment à créer une différence. Tu sais, je ne te parle pas de impact investing, là, mais je te parle de tu sais, les compagnies qui vont créer l'infrastructure autour de quelque chose. Donc, par exemple, tu sais, on parle de crypto aujourd'hui, etc. On a investi dans Blockstream. Tu sais, eux, ils créent beaucoup de l'infrastructure autour du Bitcoin, autour du blockchain. Genre, c'est des compagnies comme ça qu'on est intéressé au stage le plus early. OK? Fait que dans le fond, nous, on va voir les compagnies quand ils débutent. OK? On a un accélérateur aussi qui s'appelle Founder Fuel. Et il y a beaucoup de compagnies, tu sais, pré-revenus ou genre à petits revenus. On va les voir très tôt. Et soit on investit tôt, soit, tu sais, on aide des fondateurs comme on peut. On les envoie dans d'autres accélérateurs et incubateurs. Et après, quand ils sont un peu plus évolués, on va les voir et on a des critères très spécifiques. C'est spécifique et général, dans le fond, parce que, tu sais, les critères pour la fintech et pour le SaaS, disons, ça va être différent que quelque chose d'autre qui est plus consumer-based. Fait que ça dépend vraiment de l'industrie de laquelle on parle. OK. Puis j'aime bien le point que tu as dit sur la mission, comment vous investissez dans des compagnies qui sont mission-driven, c'est-à-dire qui sont axées sur la mission. Puis pour revenir à ce que tu disais, Nina, aussi, que la démocratisation de la finance, c'est beaucoup ce qui a été la source au niveau de l'émergence de ces compagnies de fintech, puis qu'ils ont commencé. Puis je pense à un autre exemple dans la fintech traditionnelle, puis après on pourra passer par tout ce qui est plus blockchain et crypto, c'est Stripe. Qu'est-ce que Stripe fait? Ils font une société c'est une société qui fait juste changer le paiement. Donc tu as parlé de paiement, eux leur mission driven c'est de faciliter. Ils sont arrivés, ils ont dit OK, ben on veut faire l'infrastructure pour que quelqu'un qui commence sur Shopify, quelqu'un qui commence sur n'importe quelle compagnie peut accepter des paiements. Ça prend 7 lignes de code, n'importe qui peut se réveiller un matin, commencer un magasin, puis aller chercher des paiements. Donc ça, c'est vraiment un exemple, par exemple, d'une compagnie qui était mission-driven, qui a pris un élément financier qui était difficile, qui l'a fait plus facile, puis qui a aidé des entrepreneurs à aller sur le marché. Now, on a vu que ça marche pour la fintech, puis ça a marché depuis environ 10 ans. Plein de compagnies font ça. Là, maintenant, on peut regarder sur qu'est-ce qui se passe dans la crypto. La plupart du monde connaissent Bitcoin, Ethereum peut-être, Shiba Inu peut-être. Je me souviens, je parlais avec quelqu'un l'autre jour, puis il était comme, yo, t'es investi dans quoi? Je suis comme, yo, je suis dans Shiba. Première chose qu'elle m'a dit, même pas Bitcoin et Ethereum. Je suis comme, oh, shit, OK. Oui, tu comprends. Exact. Puis là, ça m'a fait poser je me pose une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que pour vous, la crypto, quand on en parle, puis vous êtes dans l'industrie, est-ce que c'est juste du hype? Si tu m'avais posé cette question il y a 5 ans, je t'aurais dit oui, c'est juste du hype. Okay. Mais je pense qu'arriver au point où on en est, c'est plus juste du hype. OK? Il y a des milliards de dollars qui sont investis dans la crypto. L'année passée, c'était 30 milliards de dollars. C'est énormément d'argent, ça. Ouais. Alors, une fois que il y a ce capital-là qui flot dans notre économie, on ne peut plus dire que c'est juste du hype. Okay. Mais quand tu penses vraiment au marché de la crypto, le marché, c'est du hype. Pourquoi est-ce que ces choses-là ont de la valeur? Parce qu'on dit qu'ils ont de la valeur. Le marché décide de la valeur s'il y a assez de hype. Et moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où on est passé un certain threshold, que comme c'était plus spéculatif. Puis c'est pas certain. Beaucoup de choses peuvent se passer. Tout peut aller à zéro, on ne sait pas. Mais je pense qu'on a passé un threshold où vraiment les institutions, genre le monde, a décidé comme, OK, ouais, crypto is real. Si je comprends bien, tu dis que basically, c'est du hype jusqu'à temps que ce soit plus du hype. c'est ça. Kind of fake it till you make it? C'est pas un fake it till you make it. Ils ont créé des choses qui étaient tellement abstraites et ça a pris du temps pour que d'autres innovateurs viennent et créer des choses autour du blockchain qui étaient concrètes. Okay. Parce que pendant longtemps, c'était pas du concret, c'était une idée. Like that. Right? Oui, techniquement, le Bitcoin avait de la valeur, mais genre, OK, cool, on fait quoi avec ça? Maintenant, il y a beaucoup de réponses à cette question-là. Il y a beaucoup d'implémentation
de crypto-monnaies, de blockchain partout dans le monde. En fintech maintenant, genre, c'est comme il faut avoir un offering de Bitcoin. Tu sais, genre, les Wealthsimple desquels on a parlé, tu sais, ils ont des ETF de Bitcoin. Tu peux acheter maintenant, je pense, la Bitcoin et Ethereum directement sur le... Tu sais, fait que c'est arrivé à un certain point que c'est plus juste du hype. OK. Mais c'est sûr que de mon point de vue, tu sais, moi, j'ai un background un peu plus traditionnel en termes de gestion de ses avoirs. OK? Fait que c'est sûr que moi, je ne vais jamais recommander aux gens garochez-vous là-dessus and put all your money in it. On a fait le Je trouve pas que c'est un... Tu sais, ça serait pas ça, ça serait jamais ça mon conseil. Tu sais, je pense que... Puis justement, tu sais, je parlais avec d'anciens collègues, justement, du milieu de la gestion de patrimoine il y a pas longtemps, puis ils sont comme, OK, finalement, on commence à regarder ça comme vraiment une catégorie d'actifs réels. Là. Tu sais, maintenant, ils sont vraiment, même dans les banques super traditionnelles, ils regardent tous les actifs, soit en crypto, NFT, tout ça, comme vraiment une classe d'actifs à part entière. Ça fait partie de la gestion de l'avoir de la personne. Tu sais. C'est certainement plus du hype. Je pense que c'est encore assez spéculatif dans certains, puis on le voit encore. Tu sais, fait qu'il faut quand même faut faire attention pour faire son due diligence avec ça. Mais ça apporte, tu sais, on parlait encore plutôt de la démocratisation. Écoute, il y a les opportunités que ça peut amener là, par rapport à ça de décentraliser l'argent et comment est-ce que l'argent circule. Ça peut amener des avancées, pas tant technologiques, mais de la façon dont on gère les paiements dans notre société, les inéquités aussi. Donc, c'est sûr, c'est pas juste du hype. J'ai hâte que ça soit monnaie courante pour... Pun intended. Monnaie courante, qu'on puisse faire des achats facilement, puis faire la conversion crypto sans avoir à payer des frais super... ça fait pas de sens. Mais je pense qu'on s'en va inévitablement vers ça. Là, puis le marché le fait déjà. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Puis je pense que ça va se stabiliser un peu plus. Là. Puis le Bitcoin, c'est assez... je pense que ça nous le démontre. Puis je pense que le marché, ça va vers ça. Mais c'est pas tant différent, à mon avis, d'un stock étranger sur le marché. Là. Si on a regardé Tesla dans les dernières années, là, c'était up and down, up and down, up and down. C'est sur les marchés traditionnels. Shopify a perdu la moitié de sa valeur la semaine passée. Ouais. GameStop aussi. Ouais. C'est ça. Fait que, tu parlais tantôt de c'est aussi la valeur que les gens accordent à ça. Là. Donc, je pense pas que ça bouge tant différemment de ce qu'on voit aussi sur les marchés. Ouais. Puis, tu sais, même cet argument-là, puis encore une fois, on ne fait pas des financial advice, on est juste là pour vraiment discuter. Quand quelqu'un me demande, OK, mais pourquoi Bitcoin vaut tant, pourquoi si vaut tant, puis comme tu l'as dit, c'est parce que le monde sont prêts à payer pour ça. Mais en même temps, pourquoi un Picasso vaut aussi cher? Moi, je peux voir un Picasso, moi, je trouve que c'est laid. Moi, je regarde Picasso, je suis comme, je sais pas, je ne mettrais pas genre quelques millions sur ça. Puis en même temps, même quand on regarde l'or, on va dire, OK, ben l'or, a une valeur historique, mais quelqu'un un jour s'est réveillé et a dit, écoute, ça vaut de l'argent. Oui. Ben l'or, c'est un peu différent parce que il y a une limite d'or sur la planète. Fait que, quelque chose qui est limité à la valeur. Et c'est pour ça que le Bitcoin a de la valeur. Sur l'or, c'est différent. Un Picasso, genre, je comprends que comme... Ouais, peut-être pas tout le monde voit la valeur là-dedans, mais il y a certains trucs comme l'or, et c'est pour ça que l'or va jamais perdre sa valeur, et c'est pour ça que la théorie du Bitcoin est que c'est comme de l'or, et comme c'est finite, ça va garder sa valeur over time. Ben, c'est ça. Ça va fluctuer sur le short term, mais à long terme, ça va augmenter de valeur. Puis c'est ça, parce que ce que tu dis, en fait, je comprends bien, c'est par exemple, en circulation, il n'y aura jamais plus que 21 milliards de Bitcoin, 21 millions, excusez-moi, de Bitcoin dans le monde. Donc, tu dis que sa quantité sera limitée. Donc, comme l'or, il y a une valeur pour ça. Puis, ça, c'est vrai, effectivement, qu'à partir de là, tu peux créer un mécanisme. Puis je pense que Satoshi Nakamoto, qui est le créateur secret de Bitcoin, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Bitcoin a été créé en 2009 par un gars, maybe not, maybe a woman, maybe non-binary, I don't know, we don't know who it is, qui l'a créé puis qui l'a mis sur le marché. Puis à partir de là, ça fait en sorte que c'est décentralisé. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi un élément de
à un certain point, si les institutions rentrent là-dedans puis créent un écosystème, ben, ça donne de la légitimité aux cryptocurrencies, puis en même temps, ça donne une certaine légitimité au blockchain. Puis si on attend, en tant que communauté, que la légitimité soit rendue there, on va être trop tard à un certain point, right? Je prends l'exemple le plus historique, le plus classique que je prends tout le temps, qui est JFK, right? John F. Kennedy, son père, qui était rich, how he made his money, comment il a fait son argent, c'est qu'il était un spéculateur sur les marchés, c'était un échangeur boursier. Puis ce qu'il faisait ce qu'on appelait du insider trading. Right? Ça veut dire que tu vas dans une compagnie, tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu vends avant tout le monde ou tu achètes avant tout le monde. Maintenant, c'est illégal, tu ne peux pas faire ça. Tu fais ça, moi je travaille dans une compagnie, je sais que mes stocks vont descendre, je vends mes stocks avant, je me fais pogner, je suis en fraude, puis genre, I'm going to jail. Mais lui, il l'a fait. Dans ce temps-là, ce n'était pas légal. Puis je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le monde de la crypto puis le marché financier, comment ça se transforme maintenant, puis comment c'était au début des années 1900. Parce que l'exemple de Robert Kennedy, lui a transigé, il a fait son insider trading, c'était pas illégal, nanana. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait son argent. Après le crash boursier, il est devenu le premier head de la SEC, le Securities Exchange Commission. Premier head qu'il a mis, insider trading is now illegal. Donc moi, la façon dont j'ai fait mon argent, plus personne ne peut le faire. Tu peux le faire. Donc, si tout le monde attend que ça soit rendu 100% legit, inquiétez-vous pas que ça va être très difficile. Puis on va parler des risques, puis il y a des risques, mais je veux juste amener ce point-là que, effectivement, la légitimité rentre en compte, puis fait que tout devient plus simple, plus protégé, mais en même temps, il y a aussi une opportunité qui est perdue. Oui, mais ce qu'on voit, juste pour amener à ce point-là, ce qu'on voit, c'est que c'est le marché là, qui pousse la réglementation. Ouais. C'est pas la réglementation qui est poussée dans ce milieu-là. Ouais. Nous autres, on a par exemple la Banque du Canada qui est comme « Ah, allô, avez-vous des compagnies en crypto à qui on peut parler? » Parce qu'on était en train de faire des politiques pour encadrer ça. Là. Fait que c'est eux autres qui sont en train de pédaler là, pour créer l'environnement réglementaire autour de ça, là, parce que c'est pas mal nouveau. Puis la pression, elle est là. C'était la même chose au Canada pour ce qui est de open banking. La pression, c'est le marché qui l'amène. Alors que... Puis au Canada, on est quand même chanceux parce qu'on est un marché qui est assez relax là, comme consommateur de produits financiers, puis on met pas trop de pression parce que quand on commence à regarder ailleurs ce qui se passe, là, on serait peut-être plus pressé de demander des changements de nos institutions financières, admettons. Mais... Pour toucher sur ton point, là, je trouve que vraiment, là, en ce moment, c'est que ça va tellement rapidement. Juste l'évolution des marchés, comment les marchés ont rebondi pendant la pandémie, tout ça. Ouais. C'est plus les mêmes crises financières, c'est plus la même attitude. Fait que tu vois vraiment que la masse, là, elle a davantage d'influence sur les gouvernements, sur les institutions, puis tout ça. Non, effectivement, je suis 100% d'accord. Puis tu vois que les entreprises, par exemple, Nike qui voit ce qui se passe puis rentre dans le marché. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des opinions sur ce que vous voyez en termes d'acquisition, en termes de ce qui se passe, des gros joueurs qui commencent à rentrer dans l'industrie? Je ne sais pas, Nina, est-ce que tu aurais une opinion sur ça? Par rapport tu parlais de Nike et les NFT, c'est Oui, je ne sais pas c'est quoi le nom, on en a parlé. Ah oui, Artifacts. Artifacts, oui, exactement. Oui, non, mais c'est ça. Fait que là, les grandes entreprises, elles voient que, il y a les opportunités qui se présentent maintenant dans le Metaverse. Je pense que nos vies, on l'a vu aussi avec la pandémie, là, nos vies, elles sont de plus en plus virtuelles. Hein? On a beau... Moi, je ne suis pas une personne, je ne suis pas une gamer, c'est pas ça... Pour moi, c'est pas très intuitif. Là. Ouais. Malgré que, là, je passe... la majorité de mon travail, ça se passe devant un écran. Puis quand je ne suis pas au travail, je suis sur mon cell devant un autre écran. Puis sinon, je suis sur Netflix, tout ça. Mais on porte tellement attention aussi à notre image sur les médias sociaux, puis tout ça. Donc, notre identité virtuelle, que ce soit, par exemple, les filters et tout ça. Qu'est-ce que je montre sur les médias sociaux et tout ça. Donc l'identité qu'on se fait, c'est pas si far-fetched que ça, là, le Metaverse. Je lisais un article l'autre fois, puis il disait les Bored Ape, là, c'est le new flex là, online. Ben oui. C'est les nouvelles Rolex, 100%. C'est les nouvelles Rolex, finalement, du Metaverse ou de nos réalités virtuelles. Où, là, encore là, on va avoir la réalité augmentée, puis tout ça. Donc, c'est sûr que là, les compagnies n'ont pas le choix de s'y intéresser parce que l'intérêt est déjà là. Puis là, est-ce que le Bitcoin, ça a pris du temps? Là, ça a commencé il y a 10-12 ans de ça. Puis là, ça va de plus en plus rapidement. Ils n'ont pas 10 ans devant eux là, pour faire une décision. Fait que, they might as well make the bet.
puis se lancer, puis au pire, tu sais, comme on dit, tu bâtis l'avion dans les airs, là. Mais je pense que maintenant, elles ont tous des stratégies ou elles sont en train de faire des stratégies pour toucher ces marchés-là. Définitivement. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou... Ouais, il y a eu beaucoup de... si on parle de NFT spécifiquement, là, il y a eu beaucoup de transactions l'année passée, environ comme 3 milliards, je pense. Tu sais, c'est significatif. Il y a 2 ans, on ne savait pas c'était quoi un NFT. Un an plus tard, ça a investi 3 milliards de dollars. C'est quand même fou. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens que soit ils ont FOMO, tu sais, fear of missing out, ils ont peur de rater la prochaine vague, genre la prochaine innovation, tu sais, tant au niveau technologique que social, tu sais. Ils ont peur de rater ça. Et aussi, tu sais, il y a des applications genre très valides pour des NFT dans cette situation. C'est pas juste, tu sais, Nike qui veut faire du swag dans le metaverse. Tu sais, il y a des applications très pratiques pour les NFT qu'on a vu notamment dans l'art. Tu sais. Et quand on parle de la démocratisation de l'accès et au marché financier et juste au marché en général, tu sais, les NFT, c'est un exemple parfait. Ça a créé des marchés complètement différents qu'on peut accéder directement. Tu sais, on n'a pas besoin d'attendre que les personnes cool de l'art achètent notre attendre qu'on meure comme Basquiat pour ensuite vendre nos trucs à des millions de dollars. On n'a plus besoin de faire ça. Tu sais, on peut créer quelque chose. On peut le solidifier sur la blockchain, on peut avoir notre ownership dessus, on peut contrôler nos créations dans le fond. Et tu sais, pour en revenir vraiment aux communautés noires, tu sais, right? Les NFTs, moi je trouve que c'est quelque chose de très important pour nous. Tu sais, c'est quelque chose qui permet aux créateurs de maintenir le contrôle sur ce qu'ils créent. On le voit dans l'art. On commence à le voir dans la musique, puis moi, ça m'intéresse beaucoup de ce qu'ils vont faire dans la musique, parce que, tu sais, l'industrie de la musique, on la contrôle pas. Tu sais, on la domine en tant que créateur, mais on la contrôle pas. Alors, je suis intéressé de voir dans les années à suivre, tu sais, comment des choses comme des NFT vont virer le pouvoir, tu sais, dans l'industrie. En termes de business, moi je te parle pas en face. En face, on sait que tous les rappeurs et les chanteurs, ils sont soit noirs, soit influencés par les noirs autour d'eux. Tu sais, je te parle du business, là. Puis je pense que c'est clair, puis quelqu'un qui écoute ce panel, je pense que personne peut argumenter avec le fait que, en tout cas pour moi, I'll say that, Black culture is world culture. C'est vraiment comme ça que c'était, comme checker ce que tout le monde porte dans leurs pieds, checker les acteurs, checker la musique. Je veux dire, partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais je suis allé en Chine, puis j'étais pas prêt pour le swag qu'ils avaient. En plus, toi, t'es grand, là. I know you go. So, je sais que le monde était down, là. Non, je vais là-bas, tout le monde a du swag, tout le monde joue au basket. Chaque ville dans le milieu de nulle part, ils avaient un terrain de basket. Ils ont plus de terrain qu'ici, genre. Exactement. Ils sont super influencés par la culture noire et genre, ils le savent à peine, honnêtement, là-bas. Rendu là-bas, c'est tellement commercialisé. Mais à la fin de la journée, c'est qui fait le plus d'argent sur cette commercialisation? C'est pas nous. C'est pas les communautés noires, c'est pas les créateurs noirs. Et je pense qu'avec l'innovation qu'on voit via la blockchain, via les NFT, DeFi, les DAO et tout ça, genre, on commence à avoir on va avoir une période de temps qui est vraiment axée sur les créateurs. On va créer des produits pour les créateurs et je pense que peut-être la dynamique va changer un peu dans les années à suivre. Oui, certainement, parce que même le concept de royalties, avec les NFT, tout ça, tu parlais de la musique, tu parlais de l'art, si tu es un artiste, bon, tu as du succès, tu vends ton œuvre, là, le marché détermine la valeur de revente de ton... Puis basé sur quoi? Ça peut être aussi un peu... Définitivement. C'est subjectif, là. Puis, mais c'est ça, tu peux donner l'occasion à des artistes finalement, de toujours faire de l'argent sur... ils peuvent choisir de mettre ça dans leur smart contract. Ils disent, à chaque fois qu'il y a une revente, je touche à tel pourcentage, par exemple, de la revente. Et c'est du passive income, forever. C'est exactement ça. Je pense que, un des trucs qui va arriver, puis c'est juste pour faire un peu... Sans rentrer dans trop les détails techniques, ce qui est important aussi, c'est que le monde comprenne aussi, comme tu l'avais mentionné au début, puis j'ai aimé ça, comment tu as dit que Bitcoin est venu, Bitcoin, c'était des paiements, comment transiger de l'argent à gauche, à droite.
Puis après ça, il y a eu d'autres innovations qui sont venues. Je pense qu'une des plus grosses innovations, c'était Ethereum. Puis quand je dis ça, je dis juste en termes de technologie. Puis pour faire ça simple, c'est que où est-ce que Bitcoin, qui était sur la blockchain, permettait seulement de changer de la transaction. C'est-à-dire que moi, je donne $100 à Nina de façon virtuelle. Moi, j'ai plus $100. Nina a $100. Je ne peux pas copier-coller mon $100, puis on a $200. Je te l'ai donné, je ne l'ai plus de la même façon que si je prends $5, je te le donne. Moi, je ne l'ai plus, toi, tu as $5. Donc ça, c'était vraiment comme Bitcoin. Ethereum a repris le concept de blockchain, puis a ajouté ce que tu as mentionné, les smart contracts, qui est du code, qui est de la programmation dans le blockchain. Ça veut dire qu'au lieu que je fais juste donner $100 à Nina ou $5 à Nina, je donne de l'argent à Nina, puis je suis comme, tu sais quoi, si Nina donne l'argent à Phil, moi, je reçois $5 ou je reçois 10%. Vu que c'est dans le blockchain, je l'ai programmé, je peux mettre des règles qui sont transparentes, qui sont là toujours, qui sont transparentes, puis moi, je dis, OK, ça applique pour moi, mais ça applique pour toi, ça applique pour toi, ça applique pour tout le monde qui transige avec mon smart contract. Donc, cette programmation, c'est ça la vraie révolution, parce que les NFTs, c'est quoi en gros? Les NFTs, comme tu l'as dit, c'est les royalties qui sont programmés. C'est-à-dire que moi, si j'étais un basket en devenant, je ne suis vraiment pas, parce que je ne peux pas décider, un gros putain, mais si moi, je fais une œuvre, puis je la vends $50, puis là, après, moi, quand je la vends $50, je suis comme, OK, mais tu sais quoi? Chaque fois que quelqu'un le revend, donnez-moi 10%. Puis là, moi, je passe away. Puis dans mon testament, je dis, ah, tu sais quoi, ce smart contract-là va à mon estate, à ma succession, là, à mes enfants, à mes petits-enfants. Là, next thing you know, boom, dans 10 ans, I go viral. Maybe on TikTok, I don't know how, but I go viral. Puis là, après, mon truc qui était $50 se revend $1000. C'est-à-dire, moi, j'ai $100. Se revend $10 000, j'ai $1000. Se revend $1 million, c'est-à-dire, j'ai $100 000. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce truc-là se revend, ma succession gagne de l'argent. Parce que c'est pas la famille de basket qui touche maintenant. Exactement. C'est pas son revendre estate, à des 30 millions, des 50 millions, etc. Exactement. C'est pas lui, ni sa famille, ni sa descendance. Je sais pas s'il y a eu des enfants ou whatever, mais c'est pas eux qui touchent à l'argent. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant qu'on parle de generational wealth dans la communauté noire. C'est très intéressant pour les créateurs. Certainement. On voit ça beaucoup dans l'industrie de la musique aussi. Tu sais, des gens qui they don't own their own music. Alors, au final, malheureusement, justement, tu as des descendances qui, bon, ce ne sont pas les familles des créateurs originels qui bénéficient d'œuvres qui ont été super populaires. Exactement. Puis un autre exemple par rapport à ça aussi qui est très intéressant, c'est Royal, où est-ce que un des investisseurs, c'est le rappeur Nas. Puis Nas a sorti récemment 2 chansons sur l'application, sur la plateforme, puis c'est fait en sorte de smart contract. Ça veut dire que si tu achetais un des smart contracts qui se vendait $100, tu avais un qui était comme une option gold qui était comme $500, puis tu avais une option qui était $1000, mais toi, tu peux avoir un certain montant des royalties. C'est-à-dire que toi, en tant qu'investisseur, tu as un artiste que tu aimes bien, au lieu de juste acheter son merch, au lieu de juste aller à ses concerts, tu peux aller personnellement dire, tu sais quoi, je vais financer ton prochain album. Je vais acheter l'album que tu as fait. Moi, ce que tu me donnes en retour, c'est des parts. Moi, ce que ça me donne skin in the game, parce que plus le monde stream, je t'aime déjà comme artiste. Plus le monde te stream, plus je fais de l'argent, puis plus le monde connaît cet artiste-là. Il y a des nouveaux modes, des nouveaux modèles d'affaires qui peuvent se créer. Puis je pense qu'en tant que communauté, il faut comprendre que 2 choses. 1, il faut les connaître pour qu'un artiste soit dessus, puis que moi, en tant qu'artiste, I want to support him, puis je vais pouvoir aller chercher l'affaire. Mais en même temps, que si moi, je suis un artiste, je peux le faire. Si je suis un chanteur, je peux le faire. Si je suis un builder, je peux le faire. Donc, je pense que c'est vraiment important. Donc, là, je suis juste curieux parce que je sais que vous êtes dans le système, dans le milieu. Est-ce que tu as parlé de Blockstream. Nina, est-ce que toi, de ton côté, avec FinTech Cadence, il y a peut-être des organismes qui sont venus? Je pense que j'avais entendu TimeChain, par exemple. Est-ce qu'il y a des organismes de crypto qui ont passé à travers FinTech Cadence? Comment tu le vois au Canada, le marché? Bien, c'est sûr que tu nommes l'exemple de TimeChain. Eux autres, they're going to release an NFT project vraiment prochainement. Donc, nous, on a une compagnie qui s'appelle Auction qui a passé à travers, justement, qui a commencé au Formaton il y a quelques années. Puis c'est comme un boutique studio NFT company. Cool. Fait que, tu sais, je pense que l'opportunité est là. On a vu beaucoup plus de crypto companies, je te dirais. On voit plus ça dans l'Ouest canadien.
Mais ici, au Québec, c'est parce qu'on a vraiment une spécialité un peu plus AI, là, je te dirais. Mais définitivement, tu sais, bon, TimeChain, c'est montréalais, Auction, c'est montréalais. Puis bon, c'est d'amener, en fait, de changer le modèle traditionnel de faire des revenus ou d'investir son argent ou d'aller chercher finalement ce qu'ils appellent finalement des rewards là, de façon financière. Il faut faire attention avec les termes qu'on utilise dans le domaine de la crypto. Je ne veux pas que la Banque du Canada m'appelle. Ils appellent, on va dire, on appelle le disclaimer au début. Mais en termes de générer du revenu en dehors du cadre traditionnel des banques, il y a plein d'opportunités d'aller chercher justement des suppléments financiers de ces façons-là. Définitivement, définitivement. Est-ce que toi, Phil, tu as vu quelque chose? Tu as mentionné Blockstream. Comment tu vois le marché canadien? Je pense que c'est la proximité que tu as peut-être déjà eue dans le passé avec la crypto ou avec les personnes qui sont dans ce monde-là ou des startups. Est-ce que tu as déjà vu des trucs qui se passaient à Montréal qui étaient intéressants? Ben ouais, récemment, il y a ShakePay qui a raised, je pense, 44 millions. Ouais, je pense, ouais. À une valuation de 330 millions de dollars. Ça, c'est montréalais. Je suis allé à l'école avec le fondateur de ça. Et j'ai fait une entrevue avec lui, dans le fond, pour une job, avant de prendre cette job-ci. Mais je te dirais que ce que je vois, ben, il y a plusieurs choses. Okay, on a parlé de crypto, on a parlé de NFT, de blockchain. Il faut distinguer que c'est quand même, genre, il y a maintenant des verticales différentes à l'intérieur de ces industries-là. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans le crypto? Il y a beaucoup de compagnies qui ont été créées il y a quelques années. Et à cause de l'explosion du Bitcoin en tant que tel, tu sais, ils ont vu un growth plus ou moins genre extrême. Tu sais. Et ça, c'est juste genre right place, right time. Ouais. Et aussi, c'est des bons entrepreneurs et créer des bons produits, etc. Mais je te dirais qu'il y a ça. Et ensuite, maintenant, il y a une vague de compagnies qui créent des choses pour la blockchain ou des compagnies de NFT ou des compagnies de DeFi, genre plein de choses différentes qui sont plus juste basées sur le Bitcoin. Fait que je pense qu'il y a certaines vagues de choses qui sont passées et on le voit dans l'écosystème ici à Montréal. Je te dirais que maintenant, je vois plus de deals qui incluent le mot NFT parce que, tu sais, part of it is hype. Alors, tout le monde veut faire un NFT. Tout le monde qui avait rien à voir avec ça veut faire un projet de NFT. Alors, je vois beaucoup de ça. Mais c'est ça, honnêtement, c'est ça que je vois le plus. Metaverse, maintenant, c'est un gros mot. Ça commence, ouais. Depuis que Facebook a changé son nom à Meta, tout le monde veut faire partie du Metaverse. Tout le monde pense qu'eux, ils ont un angle dans le Metaverse. Puis, ouais. Mais je pense que c'est quand même intéressant, que les gens s'y intéressent, puis que les gens, au moins, si tu mets les deux mains dedans, ben au moins, ça te donne l'occasion de voir ce qui marche pas, puis peut-être itérer, puis peut-être come up with something really interesting. Que de juste regarder ça de l'extérieur et dire « Oh, ça a l'air un peu compliqué. » que moi, je souhaite, puis je pense que c'est ça aussi l'objectif un peu de la conversation aujourd'hui, que le monde s'intéresse à ça, là, genre, c'est pas juste du hype comme on dit. Comment est-ce que nous, on peut être impliqués là-dedans? Il y a plein d'opportunités, mais c'est vrai, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va avoir du succès là-dedans, là. Mais au moins de bien comprendre, dabble into it, être curieux, puis voir les différentes applications. Je trouve ça le fun, moi, que le monde s'intéresse à ça. Là, Puis la question de proximité, je pense, c'est vraiment intéressante. Genre la combinaison de ce que vous parlez, parce que j'avais une proximité à quelqu'un qui a créé une énorme compagnie, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais je ne me suis pas intéressé à ce qu'il faisait. Alors, j'ai fait l'inverse de ce dont tu parles. Je n'étais pas très intéressé. Mais, tu sais, des endroits comme Montréal, c'est pas énorme. Et bien qu'il y ait des silos de communauté, on est quand même plus ou moins... Il y a une certaine proximité. Alors, il faut s'intéresser à ce que les gens autour de nous font. C'est super important. Parce que la personne avec qui tu es allé au secondaire, tu sais jamais. Elle va créer une compagnie à 300 millions de dollars. La personne avec qui tu es allé à l'université. Et c'est sûr qu'il y a un autre degré à ça quand on parle de communauté noire. OK, bon, c'est quoi les network effects
à qui on a proximité, etc. Il y a un certain élément de privilège. J'ai été dans des bonnes écoles, et des choses comme ça. Mais on a juste 1 ou 2 degrés de séparation à tout le monde à Montréal. Non, mais ça, c'est vraiment... Genre... Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel tu touches. La notion du réseau, là, on le voit beaucoup. Là. On le voit tant comme une barrière. On peut parler de diversité dans les grandes entreprises, tout ça. Puis c'est ça aussi le défi. C'est que c'est les mêmes gens qui ont des gens similaires dans leur réseau, puis ils engagent des gens that look like them dans leur réseau. Mais nous aussi, on a cette possibilité, puis on en a des gens intéressants dans notre communauté, puis justement, comme toi, peut-être, bon, parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'ils font, on n'a pas ces interactions-là, mais encore là, la force de justement de s'y intéresser, puis d'aller au-delà. Puis tu as raison, je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a une notion de privilège dans certains cas, mais c'est pas dit que... Écoute, là, you can go out there and just meet people. S'intéresser à aller dans des événements. Puis au final, c'est une petite communauté, là, je veux dire. On se connaît tous un peu de visage. On dit, il me semble que ça fait 2-3 fois que je vois dans ce type d'événement et tout ça. Puis t'y intéresser. Puis il y a des gens comme ça qui vont éventuellement... Moi, personnellement, je vous le dis, là, j'ai rencontré du monde de même aller dans des événements. Puis surtout ceux où il n'y a pas beaucoup de gens genre racialized people. Puis je suis comme, oh, you're black, you look professional. 100%. Let's be friends. La première fois qu'on s'est rencontrés, là, tu sais. Let's be friends. Non, mais moi... 4 ou 5 personnes. Oui, puis c'est comme, on est comme, dans une centaine de tout le personnes. monde converge ensemble. C'est comme, hey, I'm another black person. Fait que, tu sais, mais pour vrai, j'ai fait des vraiment belles rencontres avec qui j'interagis encore aujourd'hui régulièrement, qui m'aident aussi dans mon travail, dans des contacts ou juste dans l'échange d'idées ou de références. Écoute, c'est sûr pour peut-être être un peu moins gêné. Là, non, c'est sûr, mais au moins c'est plus facile when, écoute, de s'intéresser sur LinkedIn. Combien de fois j'ai dit à des gens, j'ai dit écris à du monde sur LinkedIn, là, puis demande-leur qu'ils te donnent 15 minutes de leur temps. Yeah. Je peux pas faire ça. Je dis, you'd be surprised. Là. Le monde, il aime ça parler d'eux autres. Là. 100%. Ben, c'est comme ça que je suis arrivé dans le VC en passant. J'ai parlé à une personne. T'es intéressé dans le VC? Je connais cette personne. OK, t'es prêt à avoir un meeting? OK, cool. Ben c'est ça. Puis l'effet de référence, puis de network, puis de comprendre, puis de dire, tu sais, on peut avoir une conversation un peu candide, puis je peux te poser des questions connes, tu sais. Puis vraiment comprendre, au lieu de faire comme ça, oui, moi, je sais tout, puis tout ça, puis finalement, ben, t'es dans le champ, là, mais... oui, il y a plein d'opportunités de réseauter dans des événements sur LinkedIn et tout ça, puis de créer un réseau from scratch. 100%. Puis je pense que, tu sais, ce qui est aussi vraiment intéressant, puis ça me rappelle un peu l'histoire que j'ai expliquée au début quand j'ai commencé à comprendre avec mon $10, genre. Which is still not a Lambo, but anyways. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand c'est arrivé, puis là, moi, j'étais comme, c'est intéressant, puis tout, c'était back en 2015. En 2015, il y avait... Coinbase était là, mais pas vraiment là. Dans ce temps-là, il y avait un autre exemple un autre échange qui s'appelait Mt. Gox, qui s'était fait hack, puis comme tout le monde avait perdu leur argent, puis ceux qui ont été sur Quadriga en 2019, ça vaut aussi ça, c'est notre histoire, donc... En tout cas, mais... Le gars était comme, si tu veux, tu peux en acheter plus. Puis dans ce temps-là, Bitcoin était comme à 300, $350, genre. Puis moi, j'étais comme, OK, comment, genre? Puis là, il m'a expliqué, puis back in the day, c'était vraiment juste, OK, ben il faut que tu rencontres un gars, genre. Comme tu vas sur genre un exchange, le monde te dit qui vend, puis il te dit c'est où sa location. Trouve un gars à Montréal, rencontre-le dans un Tim Hortons, donne-lui du cash, il va te le transférer, genre. Il dit, peut-être ça va prendre 12 heures, peut-être que ça va prendre comme 5 minutes, parce que des fois, le blockchain est... il est un peu clogged un peu. Là, moi, je suis comme, yo, c'est compliqué, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme, back in the days. Mais beaucoup de friction. Yeah, il y a trop de friction. Si quelqu'un était dans mon entourage, quelqu'un de ma communauté était comme, tu sais quoi, moi, je l'ai fait plein de fois. Tu sais quoi, moi, j'en ai plein à donner. Ah, ben yo, tu sais quoi, c'est mon cousin. Ah, tu sais quoi, c'est le cousin. Tout le monde est cousin de quelqu'un, anyways, you know what I'm saying? So, de toute façon, ça avait été mon cas. J'en aurais acheté. Mais moi, j'ai vu ça, je suis comme, yo, impossible. J'ai comme 19, je vais pas aller dans un truc, donner de l'argent à un gars. Je vais me faire slash dans la rue, il va prendre mon code. Non, mais c'est vrai. Je pense que l'idée de ça, d'avoir un réseau, c'est fort. Puis la deuxième chose qui est importante aussi par rapport à ça, c'est que contrairement à d'autres technologies, la blockchain, puis c'est juste toucher un mot sur le decentralized finance que tu as nommé plusieurs fois, la finance décentralisée, qui est cette idée que tu as des protocoles qui sont ce qu'on dit en anglais permissionless, donc ils n'ont pas de permission, te permet d'aller chercher 5% d'intérêt sur un crypto qui suit le dollar américain. C'est-à-dire,
C'est l'équivalent de US dollar. Tu le mets dans un compte, ça te donne 5 c'est mieux que ton savings account qui te donne 0,03 là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu n'as pas besoin de dire, OK, ben, tu n'as pas besoin de dire ton nom, tu n'as pas besoin de dire ça. C'est sûr qu'il y a des KYC, Know Your Customer, il y a des régulations, puis on va en parler. Mais ce que ça te permet de faire, c'est que tu peux faire partie d'une communauté sans que personne voit t'as l'air de quoi, voir c'est quoi ton nom, puis après, toi, tu peux aller embarquer ton people. Tu comprends ce que je veux dire? So, juste penser à ça, comment ça permet ça. Donc, rapidement, je vais tousser sur côté risque et régulation, parce qu'on en a parlé. On sait que c'est spéculatif. Qu'est-ce que vous pensez de maintenant ce qui se passe au niveau des régulations? Si vous avez un warning à donner aux personnes qui écoutent, ça serait quoi par rapport à tout ce qui est crypto, tout ce qui est blockchain? Bien, je pense que je réitérerais pas mal ce que je vous ai dit au départ. Là. Genre, je ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ouais. Moi, je ne sais pas, le monde qui trade ça tous les jours, moi, c'est moins... C'est spéculatif. Là. Ouais. Puis c'est correct de s'intéresser à ça, puis de jouer là-dedans, puis d'apprendre à comprendre ça, mais il faut comprendre justement que il y a bigger risk. Regarde, le benchmark, là, c'est toujours de dire « Can you live without the $1,000? » Si, admettons, tu commences avec $1,000 là-dedans, est-ce que tu peux vivre sans ce $1,000-là? Fine. Tant mieux si ça joue, mais pour moi, c'est un peu comme aller au casino. Là. Si je vais au casino, ben je sais que si je perds l'argent, je ne perds pas l'argent de mon loyer avec ça. Là, Tu comprends? En termes de réglementation, je pense que, bon, là, encore, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire la mauvaise information, mais il y a une grosse partie qui est encore self-declared, Ouais. en termes de valorisation et tout ça. Je pense que là, bon, l'impôt, ils sont moins niaiseux. Wow. Comment ça comprendre? Comment savoir le volume qui se Non, trade? c'est vrai. Ils voient les patterns. Là, eux autres aussi, ils veulent leur part du gâteau. Là. Ouais. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Bon, mais sinon, je pense que je suis pour que les gens s'y intéressent. Je suis pour que les gens se mettent les mains dedans, mais il faut le faire de façon raisonnable. Puis se dire, si je vais avec des trucs qui sont très, très spéculatifs, c'est quoi mon time horizon? Est-ce que j'ai besoin de cet argent-là? Est-ce que je veux essayer de doubler mon argent pour m'acheter une maison dans les prochains 6 mois? Ou est-ce que je veux juste voir si mon argent va croître au courant des 2, 3, 5 prochaines années? Là, fait que c'est juste de garder ça en tête. Puis comme tu parlais du KYC, Know Your Client, c'est la même chose. Là, c'est quoi ta tolérance de risque? C'est quoi tes objectifs financiers? De prendre l'argent puis d'essayer de faire un coup d'argent avec ça, c'est correct. Mais après, il faut faire ça de façon intelligente. OK. Ouais. De mon côté, je pense que j'ai comme deux opinions qui sont un peu genre en contraste. D'un côté, c'est important de protéger le consommateur et de faire mettre des paramètres autour de transactions financières. Mm-hmm. D'un autre côté, mettre ces paramètres-là, ça va à l'encontre un peu de l'idée de base, genre du Bitcoin, de la blockchain et de tout ça. Parce que c'est pas en pensant nécessairement aux consommateurs que ces réglementations ont été créées. Mm-hmm. Si on regarde un peu comment, genre, je pense que je ne vais pas dire de conneries, mais je pense que c'est la SEC qui régularise ça. C'était en mode, le Bitcoin peut être utilisé pour acheter des armes. Le Bitcoin peut être utilisé pour financer du terrorisme. Ouais. Tu comprends, il y a comme 10 ans. Fait que j'ai un peu de doute vis-à-vis des intentions des gouvernements quand ils ont créé ces réglementations. Ouais. Mais de l'autre côté, oui, il faut protéger le consommateur, ça je comprends entièrement, et certains des paramètres aident à faire ça. Mais c'est comme, ils voulaient plus leur part du gâteau, genre, c'est pour ça qu'ils ont mis plus d'infrastructures dessus, genre, ils voulaient faire leur argent. C'est une question économique, c'est pas une question nécessairement du consommateur. Je pense que ce que tu as dit là, c'est un bon point, c'est l'argument de tout ce qui est illicite, tout ça, je pense que c'est 100% vrai. On avait avec les ransomware qu'ils demandent de l'argent en crypto, mais aussi la blockchain est un système qui est transparent. C'est-à-dire que moi, je te donne de l'argent, puis tout le monde sait quel est mon compte. Ils peuvent savoir que je t'ai donné $100 aussi. Ouais. Donc, un élément comme ça, je pense qu'avec le temps aussi, les régulateurs, comme tu dis, seront moins niaiseux. Ils vont comprendre ça. Puis en même temps, guys, si vous faites de l'argent,
Revenu Canada va venir, là. Ouais, ils vont peut-être pas aujourd'hui, mais ils vont venir un jour. That's what I'm saying. So, effectivement, mettez pas tout votre argent dans le même bateau. Comprenez-moi, je dis toujours au monde, je dis ça vraiment simple, je suis comme, yo, mets l'argent que tu aurais acheté une bottle au club ou que tu aurais acheté ton fou souper, steak, je sais pas quoi, mets-le là-dedans. Parce que de toute façon, au pire que tu as perdu une belle soirée. Puis qu'est-ce que tu peux gagner? Peut-être tu peux faire, you can do a lot of wealth, right? Donc, je pense qu'effectivement, au niveau des régulations, donc, c'est très volatile, c'est très nouveau, donc vous pouvez être exposé. Je pense qu'on parle de deux choses aussi. On parle de régulation, puis après, on parle de investment strategy. C'est deux choses un peu différentes, dans le sens que comme, OK, si je veux investir dans plusieurs asset classes différents, pour dérisquer ma stratégie d'investissement, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Et la façon d'y aller, c'est de dire, OK, bon, je vais mettre tel pourcentage de ce que j'ai dans cette asset class, tel pourcentage dans cette asset class. Puis la réalité avec la crypto, c'est que c'est très volatile. Fait, comme Nina a dit, faut faire attention. Tu ne veux pas mettre ton argent de loyer là-dedans parce que la semaine prochaine, peut-être ça va aller à 0. Mais si ça va à 100 000, ça va à 100 000, le Revenu Canada va aussi. Oui, mais t'essaies tout de t'espères. Quand tu mets l'argent, t'espères que ça va aller à 100 000. Il n'y a personne qui dit « Ah, j'espère que je vais le perdre. » Non, c'est sûr. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a deux points, effectivement. Il y a deux points. Il y a la stratégie de comment on fait pour bien investir pour dérisquer son investissement, dans le fond. Je comprends. Puis après, il y a aussi le côté de regulation qui est un peu différent. Ben oui, parce que tu sais, ça, c'est la psychologie 101 de l'investisseur. Exactement. Tu mets ton argent, là, tu es tellement confiant. Tu es toujours plus optimiste que ça va monter que, par exemple, les chances que ça va descendre. Fait que c'est ça qu'il faut essayer de mitiger. De la même façon qu'on dirait, ben, comme tu mentionnais, en termes de varier ça, on dirait, ben, mets peut-être pas tout ton argent dans l'immobilier, mais mets-les pas toutes en dessous de ton matelas, puis mets-les pas toutes en dans les stocks ou en crypto. Ben, c'est ça. Là, non, 100%, je comprends. Puis c'est drôle parce que j'aime ça d'entendre ça de quelqu'un qui a tradé, qui dit que c'est très spéculatif. Puis moi aussi, j'ai été dans ce monde-là, pas autant que toi, don't get me wrong, mais je pense que j'ai la même avec toi. Puis peut-être juste pour kind of conclure, parce que ce panel-là, on entend souvent le concept du black dollar. On a vu ce qui s'est passé aux States avec Greenwood Bank, qu'eux sont commencés dans la crypto. Qu'est-ce que vous pensez pour notre communauté? On en a parlé plusieurs fois, mais juste plus concrètement, j'ai deux questions pour vous. Qu'est-ce que vous pensez au niveau de la représentation de notre communauté dans la tech et dans la crypto ou dans l'émergence de ces technologies-là? Qu'est-ce que ça représente? Puis en même temps, est-ce que vous voyez des opportunités? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire en tant que communauté pour améliorer notre sort? C'est une grosse question. Je dirais que, basé sur tout ce dont on a parlé, il y a une très grosse opportunité en ce moment à cause de la démocratisation de tout ce qui est aspect financier en ce moment. Tout le monde ici, tout le monde à Montréal a accès, mais pas tout le monde, mais on peut accéder soit à un smartphone, soit à un ordinateur. C'est clair qu'il y a des barrières à ça, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Et c'est notre responsabilité en tant que communauté, de mon avis, de ne pas laisser ce moment passer. Ne pas laisser toute la NFT craze passer, ne pas laisser toute la croissance. 30 milliards de dollars qui se font pomper dans l'économie mondiale, si nous, on ne participe pas à cette économie, on est en perte. On est vraiment en perte. Alors, si on n'est pas là pour bâtir les structures, ça veut dire que les gens qui les bâtissent ne pensent pas à notre communauté. Alors, on n'est pas représenté dans la structure. Mais on va être forcé à utiliser la structure. On va être forcé à utiliser les cryptocurrencies. On va être forcé à faire des trucs dans le metaverse. Mais c'est maintenant que ça se fait bâtir. Alors, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Et c'est maintenant qu'il faut bâtir en communauté. Il faut dire, OK, bon, moi, je m'intéresse à ça. Je vais en parler avec toi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, moi. C'est parce que, je me suis intéressé à certaines choses. Je veux que tout le monde dans ma communauté puisse y accéder, et vraiment
l'importance de bâtir une communauté. Je peux pas minimiser ça. Il faut vraiment que genre ça se soit ensemble. Tu sais? Ouais. Et on a vu ça pendant la pandémie. Tu sais, personne ne parle de Clubhouse. Ouais. Mais ça a été gros. Mais Clubhouse, faut pas oublier la trajectoire que ça a fait pour les NFTs. Ouais. Tout le monde était là, on créait des communautés digitales, on parlait de ça, et ça fuel le hype. Ouais. Et beaucoup de gens qui parlaient de ça et des idées qui étaient là, d'autres gens sont allés créer des business. Non, je comprends. Ouais, je comprends. Nina? Bien, je pense qu'inévitablement, déjà en partant, il y a des industries dans lesquelles on est surreprésenté et d'autres dans lesquelles on est sous-représenté. Tu sais, nous, en FinTech, on est comme à l'intersection de deux domaines qui sont traditionnellement pas très diverses, là. Mm-hmm. Puis c'est sûr que nous, dans notre mission à FinTech Avant, c'est quelque chose qui est super important pour nous parce que ce qu'on voit aussi, c'est que différents points de vue amènent différentes solutions. On a travaillé, par exemple, un exemple très concret, là, il y a souvent le concept de rotational savings là, dans différentes communautés qui sont souvent immigrantes et tout ça. Mm-hmm. Puis bon, il y avait cette application called Kinza. Eux autres, ils ont créé une application pour faciliter la gestion de ça parce que ça peut devenir un peu complexe là, quand c'est fait à la mitaine. Ouais. Donc, mais tu sais, demande pas à quelqu'un qui a jamais été exclu de l'industrie financière traditionnelle de penser à ça, là. Donc, l'idée, c'est que nous, comme communauté, on a des expériences vécues qui sont différentes. Donc, on a des propositions de solutions qui sont aussi adaptées à la communauté et pour qui il y a un marché, là, inévitablement, il y a un marché. Je pense que le défi, c'est que si on est sous-représenté en tech, ça peut avoir l'air de dire comme moi, mais c'est pas super atteignable là, de dire, OK, mais si je veux faire une application, non. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'arrêter à ça. Il faut s'y intéresser, il faut se poser les questions, même si on n'a pas nécessairement le background. Tu sais, tu as passé par certains de nos programmes. Tu sais, nous, quand on favorise la création d'une start-up, on dit, bien, ça te prendrait idéalement 3 profils. Tu sais. Le hustler, la personne qui est comme business-minded. Tu as le hipster qui va faire plus ton marketing, ton community management, ton UX, UI, puis ton hacker, tu sais, qui va être la personne plus tech derrière. Fait que, tu sais, encore là, ça revient sur le concept du réseau, puis la force du réseau. On en a du monde là, qui cherche des co-founders sur LinkedIn parce qu'ils comprennent très bien que, bien, moi, j'ai une bonne idée, j'ai fait ma recherche, je sais que c'est une solution qui pourrait fonctionner parce que, bon, j'ai posé la question à beaucoup de personnes dans mon entourage et plus encore. Bon, j'ai validé mon idée puis tout ça. OK, maintenant, j'aimerais ça la bâtir, mais moi, je ne sais pas coder, là, tu sais, mais il y en a plein de solutions. Fait qu'il faut aussi un peu déconstruire les barrières parfois qu'on se met parce qu'il y en a plein. Tu sais, moi, j'ai un background en finance. Demande-moi pas d'écrire une ligne de code. Tu sais, même les 7 lignes de code de Stripe, là, je suis pas sûre que je peux les faire. Là. Ouais. Mais tu comprends, l'idée, c'est comme si tu veux te partir là-dedans, puis il y a plein de monde qui font ça on the side puis qui se partent là-dedans. Tu sais, moi, j'encourage beaucoup l'entrepreneuriat, surtout parce que je pense que dans la communauté noire, on fait beaucoup d'entrepreneuriat de type assez traditionnel, qui va être retail ou tout ça, sans vouloir nécessairement généraliser, mais quand tu regardes, puis là, toi, tu le sais, quand tu regardes l'évaluation qu'il y a en tech, c'est débile. Là. Des compagnies que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qui sont sur le marché, qui ont des évaluations à plusieurs millions de dollars, puis tout ça. Des compagnies qui se font vendre, des entrepreneurs qui se repartent à chaque 5 ans, tu sais, puis qui partent des nouveaux projets. Ouais. Écoute, même si tu en pars un puis il ne marche pas, tout ce que tu as appris pendant ce... Puis là, tu en repars un autre puis you do one better. À the end of the day, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un qui marche comme vraiment bien. Là. Exact. Puis après ça, comme... Puis là, c'est ça. Puis là, ce que tu vois, bon, ça peut te donner l'occasion de redonner puis de partager puis avec la communauté. Puis je pense que c'est important, justement, les conversations comme on fait maintenant parce que c'est corny ce que je veux dire, ben you can't be what you can't see. Là, moi, c'était ça mon expérience aussi en gestion de patrimoine. Là. Des gens là, qui étaient millionnaires dans notre entourage, là, puis des gestionnaires de patrimoine black, je n'avais jamais entendu parler de ça. Là. Ben, justement, en venant à Montréal, puis je voulais rentrer dans le VC, il n'y avait pas de VC noir à Montréal. Ouais. Puis c'est une des premières questions que j'ai posées au VC blanc que j'ai rencontré, le seul VC que j'ai connu à ce temps-là, puis il n'y avait pas de réponse. Puis dans le fond, c'est pour ça que j'ai créé Rep Matters, Representation Matters. Ouais, c'est vrai. Tu sais, que les gens me voient et disent, OK, ce gars-là, c'est un investisseur. OK, ouais, ben, on a grandi dans le même hood, on allait à la même école, je peux faire ça aussi. Ben ouais, entièrement. Et ce que je veux vraiment souligner dans tout ça, OK, c'est qu'au Canada,
les salaires de gens qui travaillent dans le tech sont doubles des gens qui ne travaillent pas dans le tech. Double. OK? So, l'opportunité, genre, d'entrepreneuriat est très importante. Et ça c'est mon focus, c'est sur le founder noir. Ouais. Mais l'opportunité est juste de se faire une meilleure vie, et là aussi. T'as raison. Et je pense que c'est très important de rentrer dans le domaine technologique, que ce soit en mode, OK, je suis un coder ou whatever, ou dans un non-tech job, en tech. Il y en a plein. Ben, designer, les NFTs doivent se faire designer. Quelqu'un doit dessiner les NFTs, right? Ouais, même UX, UI. Sales. Même oui. On a une compagnie qui s'appelle Uvaro et tout ce qu'ils font, c'est entraîner des gens à faire du sales en technologie et pour changer de carrière et aller en tech. Ouais. Il y a énormément d'argent à faire. T'as raison. Et ça peut être éventuellement un conduite à l'entrepreneuriat parce que si on fait partie d'une compagnie de technologie, on apprend qu'est-ce qui se passe. Il y a plus de probabilités que nous, on va savoir quoi faire et comment bâtir une bonne entreprise. Ouais. Alors, je pense qu'il faut vraiment souligner ce point-là qu'au Canada, on est en énorme croissance dans notre secteur d'innovation. Ouais. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, de personnes, c'est plus de la genre main-d'œuvre, I guess, mais de personnes qui travaillent en technologie. Genre maintenant, et c'est le moment de se joindre à l'écosystème de technologie et d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Ouais, puis peut-être juste pour clore ce point, je pense qu'en ramenant ça aux technologies émergentes, blockchain, crypto, ce que je réalise, moi qui ai été un observateur de ce qui se passe, pas nécessairement au niveau des prix, mais au niveau de ce qui se passe, au niveau de le développement et l'innovation, c'est que ça n'en prend pas beaucoup pour être un expert maintenant en blockchain. Même le monde qui travaille en blockchain et en crypto à temps plein disent qu'ils sont dépassés par le niveau d'innovation. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui, qui se dise, tu sais quoi, moi je suis un artiste, digital, je vais faire des NFTs, peut-être dans 1 an on va le voir dans CNBC. Comme on a vu une de nos panélistes, que vous allez voir qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps, puis elle vient de Montréal. Peut-être que vous allez voir quelqu'un qui voulait aller en actuariat, puis quelqu'un était comme, tu sais quoi, non, check, c'est smart contracts sur Ethereum. Peut-être que tu ferais juste passer 2-3 heures chaque fin de semaine sur ça. Cette personne-là, dans 3 ans, va fonder une compagnie que tu vas chapeauter, que tu vas investir dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement nouveau que juste s'y intéresser, puis aller plus loin que juste l'investissement, aller plus loin, aller dans le développement, ouvrir un compte, essayer de transiger, acheter un NFT musique d'un chanteur là, ça coûte $5, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, il faut être présent là, puis après ça, lorsqu'on aura cette connaissance, cette richesse-là, on pourra redonner ça à la communauté en même temps. Parce que, personnellement, puis je pense que pour la plupart des Noirs, c'est comme ça, pour nous, c'est d'emblée qu'on le pense. On a été raised comme ça pour redonner. Donc, dès qu'on est là, it is what it is. Tu comprends? Sur ce, je pense que ça clore notre panel. Donc, Nina, Phil, merci beaucoup. Puis, juste pour être sûr, si quelqu'un veut te rejoindre ou connaître FinTech Cadence, comment ils peuvent faire pour... La meilleure façon de me rejoindre, c'est sur LinkedIn. Okay. Fait que écrivez-moi, Nina May, il n'y en a pas beaucoup, là. Vous allez me trouver. Suivez FinTech Cadence aussi, vous allez être à jour sur qu'est-ce qu'on fait. Puis n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Je suis très accessible. Super. Puis je veux juste shout-out aussi la directrice Layal, qui est une femme noire aussi. Always shout-out. Oui, c'est une belle organisation. Belle organisation. Je pense que vous êtes vraiment, vraiment cool. Moi qui avais fait affaire avec vous dans le passé. Puis merci d'être venu sur le panel. Merci. Puis Phil, comment on peut te joindre puis en savoir plus sur ce que tu fais? LinkedIn, je pense que c'est la meilleure option. Phil G. Joseph sur LinkedIn. Mais ça, c'est mes Twitter handle aussi, même si je ne suis pas actif. Real Ventures, si tu googles ça, tu vas trouver. Rep Matters aussi. Dans le fond, je veux vraiment bâtir une communauté. Je suis en train de bâtir une communauté vis-à-vis de Rep Matters. Je veux être un pont dans le domaine de la technologie, spécifiquement au Canada, pour les entrepreneurs noirs, pour les gens qui sont intéressés dans ça. Okay. Alors, beaucoup de choses à suivre en 2022. Cool. Puis pour moi, en fait, c'est Ramsley Bryce. Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, aussi sur Twitter, Rams Bryce. Habituellement, je lui pose souvent des affaires comme crypto, stuff like that. Donc, si jamais vous voulez commencer quelque part, en savoir plus, follow-moi sur Twitter, je vous follow back. Puis vous allez voir un peu d'informations. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Les Généralistes, juste plug ça real quick, parce qu'on a fait 2 épisodes sur la crypto avec un de mes bons amis, puis il donne vraiment beaucoup d'informations sur les bases et tout ça.
Sinon, merci. Merci aussi, Phil. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Puis, en fait, juste encore, on veut remercier aussi notre partenaire TD Canada Trust, la promesse de TD prête à agir et aussi la plateforme Cogni XR sur laquelle vous allez voir, vous voyez en fait cette présentation. Donc, merci beaucoup encore. Bonne journée. Merci, Ramzi.